Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Sud Radio, la vérité en face, et je reçois ce matin jusqu'à 10h Jacques de Villiers. Bonjour Jacques de Villiers. Bonjour, merci pour votre invitation. Voilà, vous êtes le petit-fils de Philippe de Villiers, bien sûr. Alors, c'est toujours difficile d'échapper en fait à fils de, petit-fils évidemment, mais en même temps, voilà, il y a des références. Et aux éditions Fayard, vous avez écrit Le bâtard du Roussillon, vous avez 22 ans. Vous avez déjà des traits de plume justement un peu de votre grand-père, Philippe de Villiers, que nous aurons au téléphone tout à l'heure, qui a un conteur né, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bien sûr, mais c'est un conteur né dans ses récits, qui a le sens de l'écriture. Nous serons avec lui. Vous aussi. Donc vous allez nous parler de ce roman historique, Le bâtard en fait du Roussillon, sur une période méconnue de notre histoire de France, du côté de Perpignan, avec Philippe le Bel, en fait son père. C'est ça. Vous êtes un passionné d'histoire ? C'est ça ? Oui. Tout à fait. Je suis un passionné d'histoire et en fait, c'est en étant un passionné d'histoire que je me suis plongé dans cette histoire particulière méconnue qui m'a donné envie d'écrire ce roman autour du bâtard du Roussillon dans cette période très mystérieuse, très complexe et pourtant passionnante. 1285, ça commence bien sûr avec une croisade. Ce sont des faits réels, même si c'est un roman historique bien sûr, mais ce sont des faits réels. Racontez-nous ce qui s'est passé. Tout à fait, absolument. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que en 1285, le roi de France décide, avec le pape, de mener une expédition militaire qui va descendre jusqu'en Aragon, donc dans le nord de l'Espagne, pour combattre et renverser le roi Pierre d'Aragon. Et en fait, l'armée française, l'armée du roi de France qui va descendre tout le royaume jusqu'en Roussillon, va se retrouver de manière assez inexplicable, bloqué devant une petite ville, mais qui est quand même la capitale du Roussillon et qu'on ne peut pas échapper. À l'époque, oui. À l'époque, exactement, à quelques kilomètres de Perpignan. Et bien, cette ville Elne, tout à fait. Elne va lui fermer les portes sur les ordres de son gouverneur, un mystérieux personnage, le bâtard du Roussillon. Et donc, toute l'intrigue va être de savoir pourquoi le bâtard du Roussillon a décidé de fermer les portes au roi de France et comment va s'opérer la rencontre entre le jeune héritier de la couronne de France, Philippe le Bel, le futur Philippe le Bel, et ce bâtard du Roussillon. Oui, absolument. Alors, je ne vais pas tout dévoiler parce que, évidemment, ça nous tient en haleine pendant tout ce roman de 400 pages, quand même. Est-ce que c'est une période symbolique de l'histoire de France? Et c'est la raison pour laquelle vous avez voulu écrire sur cette période qui est assez méconnue quand même. Tout à fait. Mais je pense que je suis passionné de Philippe le Bel. Et je pense que c'est probablement un des rois les plus importants qu'on ait eu dans l'histoire de France. Parce que, à mon avis, c'est le roi qui réussit le mieux la synthèse entre une féodalité traditionnelle, entre une féodalité qui s'imprègne partout dans le royaume et qui conserve une forme de cohérence aux diverses régions de France à l'époque. Et puis pourtant, la nécessité qu'il a bien compris de centraliser le royaume, de lui donner des structures, de lui donner une forme qui permette à la France d'avoir une puissance grandissante. Et donc déjà, c'est le cadre qui m'a intéressé pour ce roman. Et puis au-delà de ça, il y a toutes les questions qui affleurent, les questions esthétiques, artistiques, spirituelles autour de la croisade, qui en fait en font un siècle qui à la fois est méconnu, une période méconnue, mais qui pourtant affleure dans chaque coin de France. On trouve des maisons neuves templières partout, on trouve des cathédrales de l'époque, encore à Elne, la cathédrale est toujours debout. Et donc voilà, il y a ce paradoxe d'une époque oubliée quelque peu, mais qui pourtant peut ressurgir à tout moment, partout, ne serait-ce que géographiquement en France. Et est-ce que ce que vous avez écrit est tout à fait réaliste? C'était exactement ce qui s'est passé, ou alors il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties de votre imagination? Non, alors, pour les auditeurs. Je dis ça pour les auditeurs, moi j'ai lu. En fait, vous avez raison, c'est une excellente question, parce que finalement, ce que je voulais, c'est que mon lecteur puisse s'immerger dans le roman avec confiance. C'est-à-dire que tout le cadre historique, tous les grands événements, les personnages, tout ce qui est connu scientifiquement soit crédible et que donc il puisse avec confiance entrer dans le roman. Après, bien sûr, pour les nécessités de l'intrigue et pour pouvoir avoir le développement scénaristique, eh bien dans les zones d'ombre de l'histoire, celles que l'on ne connaît pas, je vais pouvoir broder. Qu'a fait Philippe le Bel à 18h30 après la bataille? Là, je brode. Voilà. Mais tout le cadre historique, lui, est véritable et j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour que sur ce bâtard du Roussillon, pour que ça soit
vraisemblable, voilà, le plus vraisemblable possible et le plus fidèle à l'esprit de cette croisade et à l'esprit des événements qui sont vraiment déroulés. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans les pages de l'histoire, vous? Est-ce que ce sont les personnes, les personnages comme ça, parfois hauts en couleur, rois, reines, courtisans, le peuple en fait aussi, bien sûr des gens qui sortent de nulle part, comme un peu ce bâtard du Roussillon, ou alors les guerres des territoires, des conquêtes, les trahisons également. Tout à fait, qui sont monnaie courante. Bah oui. Mais non, plus sérieusement, c'est ce que j'aime dans l'histoire, c'est le fait que c'est souvent dans les drames que naissent les héros. Pour ne pas dire toujours. Bah, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que des épisodes terribles, profondément sombres, dramatiques, en fait, vont voir éclore des personnages, des personnes, des hommes, des femmes au charisme extraordinaire, portant des valeurs magnifiques. Et en fait, c'est ce contraste, ce paradoxe, vous voyez. J'aime bien l'image des sombres nuages qui sont transpercés par une gloire, par le soleil qui vient les vaincre. Et donc, c'est cette idée-là qui m'habitait. Cet épisode de la croisade d'Aragon en est un exemple assez paradigmatique parce que on y trouve une dimension très sombre, très très noire, terrible, mais qui pourtant va se trouver dépassée par l'aspect visionnaire de certains personnages, par leur courage et par leur détermination. Jacques de Villiers, est-ce que vous avez un personnage préféré de l'histoire de France, ou peut-être plusieurs d'ailleurs? Écoutez, je pense que... Vous avez parlé de Philippe le Bel. Philippe le Bel, absolument. Ouais. J'aime les personnages qui portent une vision qui n'est pas idéologique, mais une vision profondément ancrée dans le territoire, dans la France. Donc Philippe le Bel en fait partie, évidemment, mais je pense qu'on pourrait parler de Louis XIV également, qui a su comprendre son royaume et également mener cette dimension centralisatrice de la France, qui peut-être engendrera des problèmes par la suite, mais toujours est-il que j'aime ces personnages qui portent une vision... Ouais. Instinctive, qu'ils ressentent. Voilà, c'est ce personnage-là qui m'intéresse. Vous êtes un nostalgique de la monarchie? Non, non. Je pense. Vous parlez de deux rois. Hein, je pense, mais c'est une bonne question parce que je pense que ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, c'est une forme de verticalité. Et il y avait, c'est vrai, dans la personnalité de beaucoup de souverains de l'histoire de France, une verticalité, une hauteur de vue par rapport aux événements, par rapport à leurs discours, par rapport aux actions qu'ils menaient et qui en fait vraiment menaient, si vous voulez, la politique d'une main de maître. Et c'est cette dimension. Pas tous, hein, il y en pas tous, non, bien sûr. Mais on a eu des hommes qui avaient cette capacité à esthétiser le monde politique et qui en fait en lui donnaient des symboles puissant, et donc c'est cette dimension-là que je trouve belle dans l'histoire de France. Mais on la retrouve tout au long de l'histoire de France, qu'elle soit avant ou après la Révolution. C'est pas une question monarchique ou républicaine. Tout à fait. Est-ce que vous voyez certains parallèles avec ce que nous vivons aujourd'hui? Ce besoin pour certains de la raison d'État. C'est-à-dire comment est-ce que parfois l'homme politique, l'homme d'État est amené à poser des choix difficiles moralement, mais qui sont nécessaires pour la sauvegarde de l'État, pour le bien de son peuple. Et donc c'est cette question-là qui m'intéresse, ce paradoxe en fait, qui fait qu'il y a parfois des actes difficiles à poser, mais qui sont nécessaires. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est une période sombre, difficile, mais de laquelle émergent des personnalités remarquables. Et je pense que là aussi, on peut dresser un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez 22 ans, les auditeurs qui vous écoutent se disent, mais il y a une sacrée maturité quand même. Que faites-vous aujourd'hui, Jacques de Villiers? Écoutez, je finis mes études actuellement, je finis un master d'histoire, et à côté, je suis... alternant au Puy du Fou dans l'équipe création. Bon, d'accord. Et que voulez-vous faire plus tard? De l'histoire, de la politique? Écoutez, je pense que vous en avez une petite piste, ici. Il y a évidemment l'écriture qui m'intéresse, et l'écriture pour mettre en valeur cette belle culture que nous avons à tant d'égards et qui peut passer par différentes formes artistiques. Nous verrons bien, mais c'est sûr que c'est une dimension qui me passionne particulièrement. Oui. Allez, nous poursuivons La Vérité en face sur Sud Radio dans un instant avec Jacques de Villiers et ce roman Le Bâtard du Roussillon. C'est aux éditions Fayard. Si vous voulez poser d'ailleurs une question directement à Jacques de Villiers, le petit-fils de Philippe de Villiers, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Il y en a un probablement qui lui posera une question dans un instant. Justement, c'est Philippe de Villiers qui sera en ligne avec nous. La Vérité en face, c'est jusqu'à 10h sur Sud Radio.
Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Jacques de Villiers qui a écrit Le bâtard du Roussillon aux éditions Fayard. C'est une page méconnue, vous nous l'avez très bien décrite en fait à l'instant, hein, cette page méconnue autour de Philippe le Bel et puis cette croisade d'Aragon avec cet arrêt du côté de Perpignan à Aisne précisément, et un personnage comme ça qui surgit quasiment de nulle part. C'est ce qui vous fascine dans l'histoire, ce que vous nous avez à raconter. Vous avez, je le disais, le sens quand même du récit. Philippe de Villiers est avec nous, c'est votre grand-père. Hein. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Patrick. Bon, je vous remercie d'être avec nous. C'est vous, dites-moi, qui avez transmis la plume à votre petit-fils ? Ah non, pas du tout, non. Non. On est un peu comme une famille de marins-pêcheurs qui apprennent à leurs petits-enfants à remailler les filets, ou d'ébénistes qui apprennent la différence entre le bois d'aulne et l'acajou. Mais pour le reste, après, c'est lui qui est l'ébéniste, c'est lui qui est le marin-pêcheur du jour. Et je dois dire que ce roman est pour moi une surprise. Oui. Parce que je suis en train de le lire, là. Oui. On pourrait croire, Philippe de Villiers a lu en avant-première le livre de son fils. Pas du tout. Pas du tout. Il m'a rien du tout. Un jour, il m'a dit, voilà, j'ai écrit un livre, etc. Et c'est admirable. C'est admirable parce qu'il y a deux choses qu'on n'a pas normalement à 22 ans. C'est l'écriture. Il a un style. Une écriture haletante, une écriture avec le mot juste, qui tombe comme un fil à plomb. Et ça, c'est remarquable. Et deuxièmement, c'est un livre où on se laisse embarquer. Et voilà, on a envie d'être à la fin, dès le début. Oui, et c'est vrai, quand on le prend, et évidemment, quand on part dans cette histoire, on veut aller jusqu'au bout. Moi, je l'ai lu ce week-end. Avant vous, Philippe de Villiers. Pourquoi vous l'avez caché à Philippe de Villiers, Jacques de Villiers ? Restez avec nous, Philippe de Villiers. Oui. Je ne veux pas le contredire, mais je pense que, d'une part, bien sûr, c'est lui qui m'a donné ce goût de l'écriture absolument depuis que je suis tout petit, à travers les histoires qu'il nous raconte et puis les romans qu'il écrit et les spectacles aussi du Puy du Fou qu'il écrit. Le sens du récit. Exactement, du conte, qui est évidemment présent depuis le début. Mais non, sur le livre, écoutez, si je lui avais donné en cours d'écriture, il l'aurait remanié et il aurait été 20 fois meilleur derrière. Donc voilà. Non, et puis après, je voulais lui donner l'ouvrage pour qu'il puisse en profiter autrement que sous la forme d'un manuscrit encore en travail. Et c'était mon plaisir de pouvoir lui offrir de cette manière-là. Ouais, et c'est abouti, Philippe de Villiers, quand même. Parce qu'à 22 ans, vous aviez le sens de l'écriture et vous avez écrit très tôt, Philippe de Villiers. Mais est-ce que vous faites une comparaison entre vous, ce que vous aviez écrit en fait à l'époque, et la jeunesse de Jacques de Villiers ? Vous avez tout à fait raison, Patrick. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Je me suis dit, est-ce qu'à moi, à 22 ans, est-ce que j'aurais été capable d'écrire ça ? Non, absolument pas. Non. Ouais. Donc, oui, là, il y a un accélérateur de génération et qui est dû simplement au talent. Ouais. Moi, ce que j'ai apporté à Jacques et à mon fils Nicolas, et qui Jacques travaille d'ailleurs en bonheur au Puy du Fou à ses côtés, ce que j'ai apporté à ma famille, c'est une seule chose. C'est une intuition, c'est qu'un pays ne peut pas vivre longtemps sans roman national. Pourquoi ? Parce que là, c'est un acte littéraire. La France est née à Roncevaux. La France est née avec la chanson de Roland. Donc c'est un acte littéraire. C'est quoi un acte littéraire ? Ça veut dire que la France est une romance qui vient embraser le roman de nos vies. Et un pays ne peut pas survivre sans son légendaire. Or, depuis mai 68, que j'ai vécu comme jeune bachelier, j'ai constaté qu'il n'y avait plus de légendaire français. Et c'est en fait l'œuvre de ma vie. Et donc, mes enfants, mes petits-enfants, au contact de cette urgence, ont partagé ce souci, chacun à leur manière. Nicolas avec la mise en scène superbe qu'il continue au Puy du Fou, et Jacques avec ce premier roman prometteur. C'est l'idée que la France
raconte son histoire, se raconte des histoires qui sont les histoires de la grande histoire. Il y a une phrase de Churchill qui disait « Si vous trouvez que la légende est plus belle que l'histoire, alors racontez la légende. » C'est ce qu'il a fait, Jacques. Oui, ce qu'il fait à travers, c'est vrai. Et qui nous disait, Philippe de Villiers, qu'il y a besoin de verticalité, sans être nostalgique de la monarchie, ce que vous avez dit, je vous posais la question crûment, hein, en fait, Jacques de Villiers, vous dites non, mais ça peut être sous la République, et aujourd'hui on a besoin de ça. Est-ce que d'ailleurs, Jacques de Villiers, vous trouvez qu'il y a un manque d'engagement des jeunes, ou au contraire, vous trouvez une certaine dynamique aujourd'hui, par rapport à la politique, hein, notamment? Écoutez, je pense que c'est lié à ce que vient de dire mon grand-père, c'est-à-dire que quand on ne donne pas l'opportunité de baigner dans ce roman national, dans cette vision célébrée de l'histoire, et donc de donner des héros à des enfants, eh bien, que ce soit des héros artistiques, des héros historiques, politiques, eh bien, il est difficile de leur demander après de l'engagement et puis une capacité à créer. Donc moi, j'ai pas beaucoup de mérite, en fait. C'est vraiment dans cet univers-là que je baigne, qui soit historique ou bien spectaculaire, et donc voilà, c'est quelque chose qui vient assez naturellement, et je pense que ce défaut d'engagement, en fait, que vous pointez, je ne sais pas si c'est un défaut, hein, d'ailleurs, parce que certains s'engagent dans certains dans l'environnement, l'écologie, dans la politique, tout à fait. Je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on a à cœur quand on baigne dedans, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, et donc finalement, je pense que si on peut arriver à donner au plus grand nombre cette possibilité de baigner dans l'histoire de France et dans toutes ses beautés, et tous ces enseignements, eh bien naturellement il y aura des engagements qui en découleront de diverses manières, et notamment politiques. Oui, et notamment en politique. Bah voilà, la relève est là, Philippe de Villiers. Dites-moi, Philippe de Villiers, vous êtes bien vivant, mais permettez-moi de vous dire ça, parce qu'on a inauguré ce week-end, en marge des festivités du Vendée Globe, une promenade, un boulevard à votre nom, au Sable d'Olonne. Comment vous l'avez pris, cette décision du maire des Sables? D'abord, je suis très touché par cette décision du maire et du conseil municipal des Sables, en présence du président du département. C'était un beau cérémonial, et très touché. Et en même temps, évidemment, je suis au deuxième degré, parce que c'est vrai qu'on préfère marcher sur sa propre promenade en se sachant vivant que de dire un jour il y a des gens qui passeront et qui diront c'était qui ce gars-là. Bon. Et en principe, c'est quand on est mort qu'on a une rue, vous voyez, ou une impasse, un boulevard. Sauf Victor Hugo qui a eu droit à son boulevard de son vivant. Voilà. Donc j'entre dans le cercle très fermé. Il y a eu Max Blé qui a eu une impasse à Montaigu également. Le cercle très fermé des gens qui ont eu une rue de leur vivant. Alors en fait, c'est à cause du Vendée Globe. C'est pour rendre hommage au cofondateur du Vendée Globe, puisque le Vendée Globe est né de la rencontre entre Philippe Gentot et moi-même en 1983, en fait, à Rio, lorsque Gentot était en train de gagner le Box Challenge. Et il m'a dit, moi j'ai une idée de course encore plus forte que le Box Challenge, c'est une course sans escale et sans assistance. Et je lui ai dit, c'est de la folie. Il me dit, oui, c'est de la folie, mais précisément, c'est pour ça que personne ne l'a fait. Sur ce que Alain Collat avait appelé l'océan le plus grand stade du monde. Voilà. Et on a fait donc l'Everest des mers. 26 novembre 1989, j'étais tout jeune président du conseil général. Et là, j'ai retrouvé tous mes amis samedi, à l'occasion de l'inauguration de ce morceau du Remblai, face à la haute mer, le toit tranquille, dorment les colombes. Et pour moi, c'est poignant. Vous savez, c'est tout près d'un lieu, vous connaissez peut-être, Patrick, le Puy d'Enfer. Le Puy d'Enfer, qui rêve les enfants, c'est une fosse marine, en fait, fantomatique. Et on imagine les bateaux qui partent la nuit, les vaisseaux fantômes qui partent la nuit faire le tour du monde. Et en fait, ma vie se résume à deux puits. Le puits du Fou, dans le Bocal, l'encre de tendresse, et le
Puis d'enfer au sable, l'encre de miséricorde. Merci Philippe de Villiers. Et c'est face à Ulysse qui est juste là, votre promenade, puisqu'il y a une statue qui a été édifiée en mer qui est assez imposante. Merci d'avoir été avec nous. Merci Jacques de Villiers. Merci à vous. Le bâtard du Roussillon aux éditions Fayard. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Christine Bouillot et Gilles Gansman. La partie d'abord médias et ensuite les débats sur Sud Radio qui se poursuivent.